Dans la première partie, tu parlais, à un moment donné, on a parlé de la cosmogonie. Il y a un livre qui a été écrit, La cosmogonie d'Urantia, qui expliquait... La cosmogonie durant ça. Durant ce moment-là, ben c'est ça, durant ça, le passé. Il expliquait l'existence de l'univers qui est connu, le plus loin qui vit. C'est que la cosmogonie d'Urantia ne compte pas une histoire réelle. Elle compte la possibilité, elle compte l'éclatement de la conscience dans l'humain, elle compte la possibilité que l'être humain n'ait pas été créé il y a de cela 5900 quelques années, parce que selon la religion juive, ça fait pas plus de 5000 ans, ça fait pas plus de 6000 ans, disons un peu moins de 6000 ans, que la Terre existe, que l'homme a été créé. Même si historiquement, on va reculer à millions d'années. La cosmogonie d'Urantia était le premier éclatement dans l'écrit de la conscience supramentale, obligeant les individus à faire une transition entre les vieux archétypes et quelque chose qui, à un moment donné, viendrait amener du neuf. La cosmogonie permet donc à des personnes de reconnaître le phénomène divin, mais au lieu de parler de Dieu, on va parler des phénomènes divins, de la divinité, des dieux, de Dieu l'unitaire, de Dieu le trinitaire, etc. On va parler des archanges, on parle des anges, on intègre dans la cosmogonie d'Urantia le phénomène nazaréen, alors qu'on va extégrer le phénomène bouddhique, le phénomène musulman et la majorité des autres religions, parce que la cosmogonie était écrite par un catholique, psychiatre, catholique. La cosmogonie d'Urantia, elle est là uniquement pour permettre la transition entre les archétypes et les néotypes. Il y a énormément de vieilles formes du passé qui ont été reprises dans la cosmogonie d'Urantia et qui ont été poussées à une envergure de conscience telle que la majorité des êtres humains n'avaient pas les cerveaux nécessaires à l'époque pour pouvoir l'englober. D'ailleurs, aujourd'hui, la majorité de ceux qui lisent la cosmogonie d'Urantia ne font que se snobiser avec, ils ne peuvent pas la comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à comprendre non plus. La cosmogonie prend des choses qui sont réelles dans le savoir supramental et elle ne va pas plus loin que le savoir supramental. Elle ne touche pas le plan bouddhique ni le plan divin, pas en fonction du plan bouddhique ou du plan divin. C'est-à-dire qu'elle parle du plan bouddhique et divin comme le sait le phénomène supramental, mais non pas comme en parlerait le phénomène bouddhique ou comme en parlerait le phénomène divin. La cosmogonie d'Urantia prend l'humain et de la création de l'homme, elle la ramène à un phénomène super universel et ça s'arrête là. Mais la question qui se pose à l'homme se pose aussi à la fin de la cosmogonie d'Urantia ou au début de la cosmogonie. Elle ne répond pas. Elle parle de hiérarchie, elle parle d'ordre céleste, elle parle d'ordre universel, elle parle d'ordre galactique, d'ordre super universel, etc. Mais on a toujours la même question. Qui ou quand cela a commencé, qui a commencé et surtout pourquoi cela a commencé. La cosmogonie d'Urantia, c'est ce que tu veux dire quand ça parle du passé. Elle part d'un principe zéro qui est flou dans la cosmogonie d'Urantia et elle arrive jusqu'à l'implantation de la conscience à l'échelle de la planète. Elle explique un peu ce qui s'est passé traditionnellement. Donc, c'est un relevé de la tradition ésotérique placée dans les annales akashiques, entre autres, relevé qui a été copié dans l'Akasha, sur les formes amenées par Mme de Blavatsky et Annie Besant. Bon, un peu ramené, mélangé avec ce que Alice Bailey a aussi communiqué à travers les livres qu'elle a écrits. La cosmogonie part donc d'un début nébuleux, d'un début qui n'est pas un commencement. C'est le début de la cosmogonie, mais ce n'est pas le commencement. Et elle s'achève au passage du Nazaréen. La cosmogonie d'Urantia s'arrête là. Bon, mais c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. Expliquant le passé. Est-ce que... Bon, ça fait aucunement allusion au futur. Tu as écrit... moi, j'appelle ça une Bible, parce que ça y ressemble. Ça, c'est à cause de tes mémoires quand tu étais pasteur au Far West. Mormon. C'est une cosmogonie, mais du présent. Mais à partir de ce que vit, expliquant l'humain, ce qu'il vit présentement ou ce qu'il peut vivre, mais dans un temps très près. Oui. C'est que le livre que j'ai écrit, d'ailleurs, ça, c'est le premier livre de possiblement 3 tomes en 4 livres. Bon, c'est typiquement à moi, c'est ce que tu veux faire de plus. En tome 1, le dernier va être bien épais. Le tome 2 partie A, le tome 2 partie B. OK. Et le tome 3 possiblement. C'est théorique.
On verra. Il y aura au moins ces livres-là. Celui-ci, la cosmogonie que j'ai amenée, elle est légèrement différente du point de vue de la façon dont on aborde la création de l'humain. Je commence avec des choses qui sont matérielles, scientifiques, théologiques. J'allie l'intuitif et le cartésien facilement. Et ça permet au lecteur, celui qui lit, de pouvoir comprendre sa propre création à lui, avant de vouloir envisager la création de toute la structure super-universelle. Sa propre création à lui, sa création en tant que corps, en tant qu'âme, en tant que plan vital, la création de ce qui va gérer sa propre création, la création du monde de la mort, donc la naissance du monde de la mort, la naissance de l'âme, la naissance de l'ego, etc. De la naissance à la mort, le tourment, c'est uniquement la naissance de. Ça permet par la suite de voir la création pour le lecteur de son mental, de son intellect, de sa parole, de pourquoi il a un nom. Ça permet de voir la création des égrégores. Mais quand on l'écrit, c'est beaucoup plus clair parce que beaucoup plus structuré que quand on parle. Ça permet à la personne de pouvoir voir aussi la naissance de l'intelligence chez lui, la naissance de toute la mécanique planétaire, et donc de sa création au lecteur à la création de la mécanique qui prévaut aujourd'hui. De ce fait, tu as commencé à aller de toute façon, c'est pour ça que tu me dis que c'est une forme de cosmogonie de l'actuel, du présent. Dans le tome 2, il y aura, donc la suite, il y aura ce qui découle de l'actuel présent, et dans le tome 3, ce sera sur ce qui, dans l'avenir, va résulter de ce qui aura découlé de l'actuel présent. Effectivement, c'est une cosmogonie qui part de maintenant et qui va en avant, alors que toutes les cosmogonies qui ont écrit antérieurement partent de maintenant en régressant vers l'arrière, ou partent de l'arrière en arrêtant jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi la majorité des cosmogonies que l'on va lire nous parlent des dieux. Moi, je parle de l'homme. Les cosmogonies nous parlent des anges. Moi, je parle de l'homme. Les cosmogonies nous parlent de sauveurs. Je parle encore de l'homme. Il y a une nuance, c'est que les cosmogonies sont là souvent pour informer l'homme, alors que ce que j'ai écrit est là pour servir l'homme. Ce qui est une grosse différence. Bon, tu viens de dire une des raisons probables pour laquelle tu as écrit, mais quelle est la majeure raison pour laquelle tu as écrit ce livre-là? La majeure raison ou la raison majeure? C'est ça. Pour acquérir de l'intelligence dans la matière aussi, pour pilonner un peu partout, pour aller chercher la majorité des érudits que je ne connais pas, avec un écrit qui permet facilement de stabiliser l'évolution, de stabiliser la recherche informative à l'intérieur de l'ego, et qui permet de stabiliser le cheminement dans l'évolution de la conscience. Maintenant, oui. Oui, je l'ai écrit pour rencontrer des gens. Tu aurais pu faire une invitation? Non, les gens ne viennent pas avec des invitations. Les gens, ils commencent par lire, puis après ça, ils trouvent que c'est intéressant. Quand tu en écris un, ils trouvent ça bon. Quand tu écris le deuxième, ils trouvent le meilleur encore meilleur. Quand tu en écris 4, le meilleur est bon maudit. Maintenant, où c'est que tu as pris? Est-ce que c'est à partir des choses que tu as vécues en voyant, en lisant, là, ça me rend pas. À partir de où tu as pris ça? Où c'est que tu as pris l'inspiration, c'est ça. Traditionnellement? J'inspirais, j'écrivais. D'où vient le contenu du livre? Il vient de la réalité. C'est une perception de l'instantané, de ce qui manipule, de ce qui communique avec l'humain, de ce qui charrie, de ce qui aide l'humain, de ce qui constitue, de ce qui crée, de ce qui anime l'humain. C'est tout simplement de l'information supplémentaire qui était placée par écrit. Est-ce que ça a déjà été... Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont jamais été dites, qui sont écrites là-dedans? 85% du livre est totalement neuf, basé sur 15% de vieux, pour que les gens puissent quand même faire une transition, tu sais. Quand je dis il y a des hommes sur la planète, c'est du vieux, ça, là. Bon. Et maintenant, après ça, je vais chercher du neuf. Non, parce qu'il y en a qui ne savent pas encore. Effectivement. Il y a, parlais tout à l'heure des vapeurs... La vapeur du passé? Oui, dans l'astral et tout ça. Ça faisait allusion aux égrégores. Si on retourne dans le temps qu'il y a eu, dans la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu tous les Juifs qui ont été massacrés, ça allait aider Ils n'ont pas été massacrés, les Juifs. Éliminés. Okay. Ouais, massacrés aussi. Il y a eu la disparition de quelques Juifs. Ça là... Non, mais il va sur 15 milliards d'années. Pas besoin de t'excuser. Donc, il y a eu la disparition de quelques Juifs. C'est ça. Non, mais là, je ne suis pas à parler, j'ai envie de rire. Je sais, parce que tu as de la difficulté à supporter l'ampleur du petit mot.
C'est ça, ils ont été éliminés. Donnez-lui un coup de pouce. Ça essaie de rire. Bon, les Juifs ont été éliminés et ça l'a détruit par le fait même l'égrégore qui était relié à ça. Un petit peu l'égrégore. Ben, c'était une bonne, comparativement avec à ce qui entourait la planète. Maintenant, il y a des égrégores qui sont détruites ou des vapeurs d'égrégores. Je ne sais pas d'où vient. Parce que si les Juifs ont été éliminés, c'était pas par une manipulation astrale. C'était par une manipulation haute, on pourrait appeler lazarienne. Oui, le peuple juif est un peuple suffisamment extraterrestre pour être beaucoup plus puissant que l'humain de base. L'humain, de plus en plus, l'humain peut côtoyer le peuple juif sans problématique. C'est pourquoi le peuple juif n'a jamais pu avoir de nation depuis la descente de l'énergie supramentale dans le Christ, qui était lui-même juif. Parce que si les Juifs auraient pu se regrouper, se restructurer, nécessairement, ils auraient été le canal total de l'involution évolutive. Le peuple juif avait une mission particulière à faire. C'est un peuple banni, c'est un peuple de bagnards, c'est un peuple qui a été rejeté de certains contextes planétaires, pas parce qu'ils ont commis des fautes, uniquement parce que la mécanique a fait qu'un peuple devait être banni. Ce peuple-là a été banni, il a été amené sur le plan planétaire. Et sur le plan planétaire, ce peuple était totalement en contact avec la mécanique extraterrestre, donc la mécanique même extracéleste. Et parce que le peuple a essayé de se restructurer à travers le mélange... Pardon, il s'est passé, il y a de cela quelque temps, qu'il y a eu des vaisseaux extraterrestres qui sont venus ici déporter des prisonniers, et ils les ont abandonnés. Ces prisonniers, même s'ils étaient technologiquement bien équipés, ils n'avaient pas la capacité de refaire et d'entretenir leur technologie. Exactement comme si je te prends toi avec une automobile, avec de l'essence, des armes à feu, etc. Je te débarque sur la Lune et je te laisse là. Eh bien, au bout de 5, 10, 15 ans, tu ne seras pas capable d'avoir des exploitations pour fournir du pétrole à ton automobile. Si tu as une crevaison, ça va rester là. Progressivement, toute ta technologie qui pourra, dans le cas des Juifs, qui a totalement frappé l'imaginaire des animaux humains qui vivaient à l'époque, a fait que les Juifs ont été facilement des grands maîtriseurs, des grands domineurs, des grands conducteurs d'humanité. Le peuple juif a fini par s'intégrer progressivement sans jamais s'intégrer. C'est un peuple qui ne s'intègre pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas mélangé suffisamment du point de vue des races avec les peuples extérieurs. Il a commencé à se mélanger. Et son mélange a été mélange obligé par l'intelligence instrumentale, un mélange d'imprégnation. C'est pourquoi on l'a fait éclater à travers le schéma planétaire. Et il est mélangé partout sur la planète à travers différents peuples, de façon à s'intégrer. Mais le peuple juif était en contact beaucoup plus puissant que l'humain. Et c'est lui qui a donc reçu le phénomène christique. Et par la suite, on devait l'affaiblir suffisamment pour que le phénomène supramental vienne toucher le reste de la race humaine. Et par la suite, le peuple sera intégré et sera lui aussi récupéré. En même temps que l'humain. Bon, dans tout ce qui est écrit ici, il y a plusieurs... il y a pas mal d'individus qui sont écœurés, là. Et vraiment écœurés, puis... ça passe par l'écrit ou aussi verbalement, là. On les entend pas tous parler. Puis tous ces gens-là, que je te dis, qui sont écœurés, c'est des gens qui, présentement, évoluent vers... toujours dans un paramètre de mentalisation. Il y en a qui vivent ils sont drôlement écœurés et puis... drôlement écœurés. Oui, parce que d'un point de vue de celui qui n'est pas écœuré, peut trouver ça drôle. Mais c'est pas moi, ça. Ils vivent une fatigue extrême, souvent. Il y en a que je connais là-dedans qui sont très fatigués. Et puis, pourtant, ils ont plein de connaissances qui feraient en sorte qu'ils pourraient se régénérer leur corps vital. Mais c'est tout faux. Ils n'arrivent pas à le faire. Mais c'est évident. Mais pourquoi? C'est quoi là, qui se passe pour faire... Ces gens-là qui sont plus puissants que la majorité des gens qui vivent ici à Montréal. Puis c'est eux qui se font taper dedans, par exemple par la fatigue. Ils sont éliminés. Est-ce que c'est l'intelligence ou c'est l'astral qui les empêche? C'est quoi qui se passe? Il y a beaucoup de contextes. Dernièrement, je me posais la question. Bon, j'allais au Salon du Livre, ça c'était hier dernièrement. J'allais au Salon du Livre, et puis là, je me dis, ça me tente de dormir à la place. Si je ne vais pas, je reste à la maison, puis je dors. Et puis en même temps, oui, il y a un problème, c'est que si je veux que certaines personnes, puis si je veux qu'ils établissent des contacts avec moi, ce serait bon que je sois présent. Comment ça se fait que j'ai le goût de dormir à la place? Puis
qu'il y a plein de monde qui vont passer leur journée au Salon du Livre à travailler de 10h aller à 10h. Et j'ai découvert une chose. Eux boivent du café. Oui. Pas moi. Ouais, Suis-je plus fatigué qu'eux? Ou moins qu'eux? Mais je le sais. Eux prennent des médicaments. Eux prennent de l'alcool. Eux se stressent et s'énervent au maximum. Alors qu'un individu qui est plus relax dort plus facilement, plus partout. Non, mais logiquement, eux devraient être à moitié morts. Pas encore, avec les... Ils sont à moitié morts. Non, mais ils fonctionnent. Ces Oui, gens-là c'est évident qu'ils fonctionnent. Ils donnent des stéroïdes anabolisants à des coureurs. Ils fonctionnent jusqu'au jour où ils meurent, mais ils fonctionnent. Bon, mais présentement, on revient sur la preuve. C'est pas prouvé qu'on va vivre plus longtemps que ça. Non. Puis même, j'ai l'impression qu'ils sont soutenus. Ben oui, ils sont soutenus. Mais c'est artificiel, mais ils sont quand même soutenus. Ben oui. Puis étant donné qu'ils n'ont pas conscience dans la piètre état dans lequel ils sont, ben ça change pas grand-chose pour eux autres. Ben, ça change tout pour nous autres. Quoi? Qu'est-ce que ça change? Ben ça change simplement qu'on n'est pas comme eux autres, hein? Oui. La journée que le contexte planétaire va devoir changer, qui va être mal pris? Celui qui... Bon, moi je m'en vais dans la jungle avec un individu. À Montréal, je suis avec, je te donne un exemple. Et de temps en temps, disons, j'ai peur, lorsqu'il fait noir un peu, puis j'aime me promener sur les rues bien éclairées. Puis l'autre, lui, lui, il fume une cigarette, puis même des ruelles noires, il n'a pas peur, lui. Bien mieux que moi. À un moment donné, on se ramasse dans la jungle tous les deux. Il fait noir, j'ai peur. Lui, il fait noir, il fume, pas peur. Au bout d'une semaine, il n'y a plus de cigarette, lui. Il fait noir, moi j'ai un peu peur. Lui, il fait noir, il est en panique. Oui. C'est sûr que tant que tout va comme pour supporter illusoirement l'individu, on est comme pire. Et parce qu'on passe notre temps encore à se comparer à l'absurde, eh bien, on est toujours en train de chigner. Oui, mais moi, j'ai besoin de 12 heures pour récupérer. Ça n'a pas de sens. Ici, c'est ça. Si tout le monde aurait besoin de 14, on serait des héros. Parce qu'ils se contentent de 6, 4 ou 8 heures, on est des cons. Sauf qu'est-ce qu'on se drogue comme eux? Est-ce qu'on s'énerve comme eux? En plus, on est en pleine maturité mentale. Il y a une mutation cérébrale. On est en pleine croissance. En plus, on travaille même la nuit sur notre évolution. Inconsciemment, on travaille souvent de jour. Et puis, on va trouver qu'on devrait être mieux qu'eux autres. Exactement comme tu me disais, toi, le bébé qui vient de naître, là, il est bien mieux que le grand-père. Comment ça se fait qu'il ne peut pas courir aussi vite que le grand-père? Pourtant, il a une bien plus belle peau. Puis tout flambant neuf. Bien, c'est sûr. Il va dormir 20 heures par jour. Il ne courra pas plus vite que le grand-père. Il va broyer. Il ne comprendra rien. Il est mauditement mieux que le grand-père. Mais le grand-père pourrait le tuer n'importe quand. C'est un fait. Mieux parce que celui qui dit ça, c'est qu'est-ce qui attend... C'est parce que celui qui dit qu'il est mieux, il ne comprend pas l'idée. Il est mieux, mais parce qu'il est mieux, il est différent. Et sa différence fait qu'il est différent de l'autre. Mais je parle de l'enfant. Si on dit que l'enfant est mieux, c'est parce qu'on sait ce qui l'attend. Ben oui. Mais lui, l'enfant, il ne sait pas. Oui, mais toi, tu peux dire, comment ça fait que mieux comme il est si inférieur? Oui. Ben, c'est ça. Parce qu'il est mieux parce qu'il est différent de toi. C'est comme toi, si tu dirais, pour pouvoir devenir une personne qui n'a pas besoin de sommeil, tu te crèves un œil, puis ça fonctionne. Ah, t'es mieux que celui qui dort. Mais t'es pire que celui qui voit. Mais comme ta société est bâtie sur ne pas dormir plutôt que de voir clair, ben nécessairement, ceux qui ne dorment pas sont mauditement mieux que ceux qui voient clair. Mais quand la société va changer, puis qu'on va la baser sur ceux qui voient et non pas sur ceux qui restent réveillés, tous les super-héros vont se ramasser handicapés. Présentement, l'humain est écœuré uniquement parce qu'il est récupéré par des mécaniques chez lui qui se plaisent d'être écœurés. Je connais des personnes qui sont écœurées d'être écœurées de le dire, puis ils le disent parce qu'en même temps, ça leur plaît de le dire, qu'ils sont écœurés de le dire. Je connais des personnes, tu leur dis, qu'est-ce qui serait le plus beau cadeau à Noël? Ah, ça serait d'aller en Polynésie. Parfait, voici le billet. Hein? C'est un peu, là. Je pourrais pas y aller. Pourquoi? C'est un peu. Laisse-moi une semaine pour y penser. Je vais te trouver des raisons. Puis après ça, là, tu vois, là, je peux pas y aller. Tu
comment c'est mon ego, il charrie. Ben oui, mais continue à chialer, puis embarque sur l'avion. Ah oui, mais je peux pas embarquer sur l'avion, pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai trop de travail à faire. Qu'est-ce que t'as à faire? Ben, rien, mais je sais comment que c'est, ça va me avoir plein de savoir. Bon. Ou quand je vais revenir, ça va être le bordel. Quand je vais revenir, ça va être tout crotté. Quand je vais revenir, raison pour pas partir. Il y a des personnes qui ont des égos qui s'arrangent pour que la personne se sente totalement indispensable là où on a hâte qu'elle soit plus là. Hein? Il y a des égos qui s'arrangent pour que l'ego se sente totalement indispensable dans un travail inutile. Il y a des personnes qui se payent le luxe de se faire souffrir régulièrement et quand on leur dit qu'elles font exprès, elles ont tout pour nous prouver que c'est faux. Exactement comme la personne qui n'a jamais de maudite scène. Prend son argent et fait la gérer par une personne qui est un gestionnaire. Il va être capable de payer ses dettes et de lui faire des profits. Mais laisse ça dans les mains de la personne, elle aura toujours, ben oui, mais j'avais plus de souliers, il fallait bien que j'en achète. Oui, mais j'avais plus ci. Oui, mais j'ai eu une crevaison. Oui, mais donne ça à un gestionnaire. C'est drôle, mais elle va être capable de s'en sortir. Mets ça dans ses mains, elle aura toujours les preuves qu'il faut que. Comme les individus qui travaillent tout le temps. Ils sont supposés travailler 5 jours par semaine, travaillent 7 jours et demi par semaine, mais ils n'ont pas le choix. S'ils n'auraient pas fait ça samedi et dimanche, la compagnie aurait fait faillite. S'ils n'auraient pas fait ça samedi et dimanche, la compagnie aurait continué, mais ils ne le savent pas. Bon, mais maintenant, comment faire ces personnes-là, comment ils peuvent faire pour s'en sortir? C'est quoi la solution pour sortir de ça? Souvent, parce qu'ils veulent s'en sortir de ça. Non! Il y a quelque chose dans eux qui veut s'en sortir. Non! Mais oui. Non! Du moins, c'est ce qu'ils disent. Ah, ben ça oui, ça permet de pouvoir chialer. Moi, je suis écœuré de boire, c'est écœurant, comment je suis écœuré de boire? Arrête de boire, ben je peux pas, je suis manipulé. Mais t'aimes ça boire? Ah, je déteste ça boire. En plus, je peux plus mettre d'eau dedans. Comme les Français, je suis plein jusqu'aux dents. Bon. Puis ça continue. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'arrêter. Ça a l'air qu'ils sont pas capables parce que ça continue. Parce qu'ils veulent pas. Mais il faut comprendre une chose. Regarde bien ceci. Regardez tous. On n'a pas mis ça ici pour rien. Il y a, pour la cassette, là c'est plus compliqué, là, mais il y a une ligne très sensible. Cette ligne s'appelle la corde raide. Il y en a qui connaissent ça. Ça serait aussi large que ça serait pas pire. Elle est plus large que ça. Ah oui? Parce que la corde raide n'existe pas. Mais elle est là. Il y a une deuxième corde raide qui est de travers. On va la placer à côté. Lorsque l'humain chemine, on sait qu'il y a, dans l'évolution, un côté qui fait référence à l'évolution de l'animal humain. Celle où tu fais des projections, tu réussis à la voir, tu projettes ce qui va arriver, c'est facile. L'autre côté, tu projettes toujours ce qui n'arrivera pas. Ça, c'est l'évolution solaire. Ici, on te manipule à un point tel, on veut tellement nourrir l'idée du libre arbitre, que quand on sait que tu vas avoir une automobile jaune, eh bien, on l'implante dans ta tête, et là, tu te mets à projeter une automobile jaune. Puis après 2 mois, tu l'as. La projection, ça fonctionne. Ça fonctionne pas partout. Mais de l'autre côté, ici, on implante dans ta tête tout, sauf ce qui va arriver. Alors là, tu te mets à te projeter pour une automobile bleue, puis merde, tu as une jaune. Dans les 2 cas, ce qui arrivait, arrivait. Ici, on t'a fait projeter ce qui était pour arriver, nourrissant l'illusion du libre arbitre. Ici, on t'a fait projeter ce qui n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'ici, dans la phase de l'évolution de l'animal humain, tout est basé sur l'égoïsation. Nourrir et engendrer de l'ego de plus en plus puissant et grand. Ici, tout est basé sur la phase de l'anégoïsation, côté solaire. On s'arrange pour que tu sois de plus en plus désillusionné, pour que tu ne fasses référence qu'à l'instantané, qu'au supramental. Mais dans les 2 cas, il arrive la même chose. Mais il y a plusieurs lois qui sont différentes si tu es là ou si tu es là. J'ai dit qu'il y avait une des lois de l'animal humain qui était celle-ci. Ça ne peut
arriver si ce n'est pas le temps. De l'autre côté, quand tu le fais, c'est le temps. Et ici, c'est le temps quand tu le fais. Beaucoup de personnes vont trouver qu'il n'y a pas grande différence ou que c'est un jeu de mots. Vraiment pas un jeu de mots. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de libre arbitre. Mais c'est parce que l'humain a une idée extrêmement archaïque de ce que c'est que le libre arbitre. Le libre arbitre pour l'humain, c'est que je décide qu'il y a un papillon paraît. Et on se rend compte que si j'ai décidé qu'il était pour avoir un papillon, c'est que j'étais manipulé par l'idée d'avoir un papillon, puis finalement le papillon apparaît, même si je l'ai créé par mon imagination, je ne l'ai pas réellement décidé. Quand quelqu'un me dit « Ah, mais si je mange une banane, c'est parce que j'ai le goût d'une banane », tu dis « Libre arbitre. As-tu décidé d'avoir le goût d'une banane? » C'est là qu'on doit poser la question. Ah ben non, j'ai pas décidé d'avoir le goût d'une banane, j'avais le goût. Si le fait d'avoir le goût t'appelle ça du libre arbitre, l'autre côté, il arrive aussi quelque chose. Lorsque tu fais partie de l'initiation solaire, tu as toute la structure évolutive nécessaire pour pouvoir créer de l'intelligence. Parce qu'étant de l'autre côté, tu vis dans l'intelligence, tout ce que tu viens pour créer est déjà là. De ce fait, tu, étant intelligent, accomplis ce qui est déjà là. Tu n'as pas de libre arbitre. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que tu n'as pas de désir non plus. Tu n'as pas à désirer tout vient quand ça vient. Avant même que tu le désires, tu as déjà la récompense, enfin, le résultat. Mais l'humain, l'ego, se dit, moi, ce que je veux, c'est pas avoir exactement ce que je veux. C'est de pouvoir conserver l'illusion que c'est moi qui ai décidé de ce que je voulais. Pour l'humain, c'est plus important d'avoir l'illusion qu'il se trompe, même s'il est malheureux, que d'avoir l'impression qu'il ne se trompe pas, parce qu'il n'a pas de libre arbitre, donc il n'a pas le choix, et être mieux. Pour l'ego, c'est préférable de conserver l'idée du libre arbitre et de conserver la culpabilité des erreurs, que de savoir, à un moment donné, qu'il n'y a pas de libre arbitre, qu'il ne fait pas de choix, et que parce que maintenant il accepte, tout va aller pour le mieux. Mais il préfère être dans la merde, puis de continuer à penser que c'est lui qui dirige, que d'être dans le paradis en sachant qu'il ne dirige pas. Les lois qui sont ici ne sont pas les lois qui sont ici. Le libre arbitre. Le libre arbitre ici n'existe pas pour la simple raison que l'humain fait totalement référence à ses mémoires. Selon la constitution de ses mémoires, il aura des désirs particuliers. Donc, c'est totalement réactionnel, manipulatif. De l'autre côté, l'humain fait référence à une logifération en fonction d'un contact instantané avec l'événementiel. De l'autre côté, ici, l'humain fait référence, dans ce qu'il voudrait décider, au lieu de se servir des mémoires qu'il a dans l'expérience, donc dans l'âme, il se sert pour réagir d'une perception instantanée de tous les événements fixes, mobiles et complexes. L'être humain qui est ici se sert pour raisonner d'une perception instantanée de tout ce qui se passe sur la planète en même temps, maintenant, et automatiquement il tasse la tête et une balle de fusil qui passe là. Et il va dire, parce qu'il est dans une conscience lucide, je n'avais pas le choix de me tasser la tête, mon corps ne peut pas résister à une balle. Donc, il n'a pas de libre arbitre. La différence, c'est qu'au lieu de se fier à ses mémoires expérientielles qui le trompent régulièrement, parce que dans la mémoire, il n'y a pas le présent, ici, il se fie à un contact avec l'instantané, un contact vital qui va être grandi, qui va être grossi par la prolifération de son corps d'énergie vitale, c'est-à-dire par la perception plus sensitive de ce qui se passe, des remous qu'il y a dans la force vitale de son corps physique. Et parce qu'il ressent cela dans l'instantanéité, sans en faire un décodage astral, autrement dit, sans comprendre astralement ce qui se passe, il va bouger pour éviter quelque chose, il va ramener sa tête, et il ne saura même pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire pour un être de ce niveau de conscience de savoir qu'il a évité une balle de fusil, parce qu'il n'a pas d'ego pour lui donner du mérite. Donc, il ne pourra pas dire « j'ai venu me tasser, je viens d'éviter une balle de fusil, donc je suis évolué ». Il va faire ça, il va revenir, et il va continuer à parler. Pourquoi? Parce qu'il est instantanément assujetti à la perception de l'événement planétaire. Alors, il vient pour prendre un avion, il va dire « non, je ne prends pas cet avion ». Pourquoi? Parce qu'il va s'écraser. Mais crime, c'est épeurant. C'est épeurant. Je ne suis pas. C'est épeurant. C'est pas épeurant, on ne le prend pas.
Mais l'humain, bon, la personne va dire, maintenant je prends celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il connaît la mécanique totale, il connaît tous les vents, il connaît tout ce qui s'en vient, il connaît... Tout ce qui s'en vient, c'est le présent. Il sait que le vent est là, donc le vent va être là. Il connaît toute la mécanique que les météorologues n'arrivent même pas à comprendre parce que les ordinateurs sont pas assez puissants. Il le sait instantanément. Donc, il va dire à quelqu'un, moi, je ne prends pas cet avion. Ah ben... Ce qui peut expliquer pourquoi. Si c'est, Il va expliquer uniquement si on lui pose une question, mais il va l'expliquer si... Lui, il ne se pose pas de questions, autrement dit. Il n'a pas besoin de se poser de questions. Pourquoi me demander pourquoi j'ai choisi ceci, pourquoi je prends ceci, pourquoi je ne prends pas cela? C'est la différence entre l'autre qui constamment pose des questions. Moi, je m'en vais dans la jungle, à un moment donné, je suis avec un photographe et un zoologiste américain, et je leur dis, on s'en va dans un petit village, un dernier point avancé dans la forêt vierge du Petén au Guatemala, et rendu là, on va rencontrer un guide maya qui va nous amener dans les lagunes du Petex Batum. Le gars, il dit, oui, mais connais-tu quelqu'un dans cette place-là? J'ai jamais été là. Mais qu'est-ce qu'il dit de faire rencontrer un guide? Ben, je suis moi. Dans Bob Moran, il rencontre des guides qui vont là. Je me ramasse à Sayatche, et puis on va dans il y a une petite place qui fournit de la bouffe pour tout le monde, on va s'écraser là, on commence à manger, puis là, la porte s'ouvre, et là, c'est une espèce de grosse pancarte de coke qui a été à laquelle on a mis des pentures. Ça s'ouvre, puis il y a un gars qui dit « Saludos, gringos! » Par nous autres. Fait qu'on y répond. Et puis, finalement, le gars, il dit, je lui explique que je vais aller faire des lagunes, puis il dit, ah ben moi, j'ai vécu là 55 ans, je suis même un guide touristique. Il n'y a jamais de touristes dans la région, mais le gars, quand il y a un blanc qui passe là, tout le monde est guide touristique. Fait que le lendemain, on part avec le gars qui était un descendant de Maya, qui nous amène en plein à Dos Pilas, où ce qu'on voulait aller, qui est une ruine qui avait été découverte par un gars en 1920 cuc, qu'on voulait simplement aller redécouvrir la ruine. On l'a découvert. À quoi ça me servait à l'époque, à 18 ans, de savoir tout ce qui se passait? Je le sais uniquement quand je parle en conférence ou quand j'écris des livres. Mais je ne passe pas mes journées à tout savoir, à me poser des questions. J'agis. L'être humain qui est ici a accès à un libre arbitre total comparé à celui qui est ici. Mais du point de vue de celui qui est là, c'est un libre arbitre qui reste mécanique. Mais de comparer à celui qui est ici, moi je vais dire, par exemple, je regarde par exemple les systèmes de son qui sont là et je vais dire, je vais prendre celui-là. Tu me dis pourquoi? Parce que lui, il ne tombera pas en panne. Et là, l'animal humain va dire, crime, c'est du libre arbitre, il choisit. Ah, mais il choisit. Je ne veux pas en acheter un qui va tomber en panne, puis dans ceux qui sont là ici, je sais lequel ne tombera pas en panne. C'est un libre arbitre. Parce qu'il n'a pas le choix que tout aille bien. Lui, il est obligé de vivre. À partir de ce moment-là, en plus, il faut qu'il vive. Il faut qu'ils vivent bien. Hein? Vous savez comment il y a de la misère à le dire? C'est ça, la médiocratie. Juste le dire, vive bien. Recommence voir. Vive bien. Bon. Ah, c'est pas pire. Je passe à travers. L'humain doit s'arranger pour traverser. Qu'est-ce que c'est traverser? La majorité des personnes ici, puis de ceux qui ne sont pas ici et qui écoutent, ont suffisamment d'intelligence supramentale pour être capables de décider. Décider veut dire quoi? Veut simplement dire être capable d'appliquer les lois qui régissent l'être humain. Sauf que l'individu a beaucoup d'ego, il a beaucoup de savoir, il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup d'archétypes, il a quelques néotypes, et il est assis sur une chaise, et tout ce qu'on lui dit maintenant, la chaise te brûle les fesses, le dossier te gèle le dos, tu es écœuré, tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur le piton qui est ici, et tout va changer. Et l'individu, il a peur d'appuyer parce qu'il se dit, si j'appuie, qui dit que ce ne sera pas des épines qui vont me rentrer dans le dos? Bon, c'est dans le début. Maintenant que l'individu connaît suffisamment de mécaniques qui ont engendré son fauteuil, il en connaît aussi l'extrapolation, il sait que ça va régler le problème. Donc, il connaît ce que va lui amener l'évolution. Il n'en a plus peur. Et là, tout ce qu'il a à faire, c'est de peser le piton. Et il n'est pas capable. Pourquoi il n'est pas capable? Parce qu'il lui manque la décision. L'être humain, celui qui reste à peser là-dessus, n'a pas décidé qu'il changeait. Il va dire, oui, mais j'ai décidé que je pesais dessus. Pèse dessus. Ah, facile à dire. Facile à faire. Change. Tu es chialeux? Je chiale plus. Oh, tu penses que ça aide de chialer?
« Oh, mais je suis chialeux! Cesse de chialer! Oh, mais je suis capable, je suis trop niais! Cesse de ferme ta gueule! » C'est simple, clic. L'individu ne le fait pas. Il y a autre chose. L'individu amalgame plein de bebelles. C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, c'est important que vous bâtissiez l'échelle pour être capable au moins de comprendre dans un résumé tout le cheminement de l'évolution. Parce que la personne, ce qu'elle va faire à un moment donné, elle va se dire « Je suis fatigué. » Oui, mais tu es fatigué, puis ça c'est normal, c'est naturel, c'est parfait. Mais là, elle mélange la fatigue avec son chiolage. C'est pas ça. Elle s'entretient dans sa fatigue. Elle va tout mélanger à un moment donné, et mélangeant tout, nécessairement, il vient un temps où elle ne peut pas parce qu'elle ne veut pas. C'est ça. Elle ne veut pas et elle ne peut pas prendre la décision de changer. Alors que si elle décide de le faire, elle pourra le faire. Il y a des personnes ici qui sont assujetties de plus en plus aux autres lois. Ah, mais une loi à la fois, je comprends. La journée que tu décides, c'est le temps. Puis si tu restes ici, tu vas te dire, oui, mais tant que c'est pas le temps, je ne déciderai pas. Oui. Mais vu que tu es maintenant passé un peu de l'autre côté, tant que tu dis, tant que c'est pas le temps, je ne déciderai pas, ce sera jamais le temps. Parce que maintenant que tu es assujetti à l'autre loi, c'est quand tu vas décider que ça va être le temps. Puis la personne qui est toujours en train de regarder son piton et de se dire, il faudrait bien que je pèse dessus. Quand elle vient pour peser, là, elle passe à côté puis elle se dit, n'empêche que j'ai failli et je m'améliore. Ah, c'est vrai. Puis là, elle reste méritoire, puis elle reste dans son marasme, puis elle reste dans ses conditions, mais finalement, elle ne fait rien. Parce que tu pèses dessus, un jour, t'ôtes le doigt dessus. Bon, tu reviens un peu sur ton fauteuil brûlant, ton dossier qui est froid. Mais c'est des petites rechutes, ça, il n'y a rien là. Mais la personne qui est d'une extrême fatigue pour passer à un repos complet, mais ça va être long. Ça rendra oui, même mais pas la compte. personne, pour l'extrême fatigue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un peu plus de fer, elle prend un peu plus de vitamines, elle prend un peu plus de minéraux. Elle doit changer un peu son alimentation. En attendant de prendre des suppléments en pilule, c'est pas les meilleurs. Mais ça va déjà donner un coup de pouce. Progressivement, elle change son alimentation pour la rendre de plus en plus en harmonie avec ce qu'elle a besoin. Elle ne mange pas à partir de ses mémoires, elle mange à partir de ce qu'elle ressent que. Elle doit faire l'épicerie peut-être aux 2 ou 3 jours pour pouvoir l'ajuster avec ce qu'elle a besoin et non pas la faire une fois semaine ou pas du tout. Elle doit s'arranger pour ajuster cela. Elle doit manger 3, 4, 5, 6 repas par jour selon ce qu'elle aura besoin. Elle doit laisser tomber tout ce qui a été écrit pour les animaux humains. Elle doit se coucher dans la journée si elle est capable, lorsqu'elle en a besoin, de faire des sommes de temps en temps si elle en a besoin, de dormir la nuit. Elle doit cesser de se demander si elle est normale ou non. Elle ne l'est pas normale. Bon, elle est évolutive. Pas normale, sa planète. Progressivement, elle doit se payer le luxe d'énergie. Elle deviendra de plus en plus à la dernière minute, elle deviendra de plus en plus retardataire dans certaines choses. Pourquoi? Parce que les choses dans lesquelles elle est retardataire sont des choses qu'elle doit abandonner. Mais elle doit apprendre à ne pas souffrir, etc. J'expliquais dernièrement, j'ai écrit le livre numéro 3. Bon, ben je l'ai écrit à la dernière minute, sur l'enfant Teflon. J'ai été le porter à l'imprimeur à la dernière minute. Il nous l'a sorti une journée après le début du salon du livre. Et puis c'est bien correct. Puis quelqu'un nous dit, oui, mais il y a une faute d'orthographe sur la couverture. C'est une chose qui arrive. C'est plus qu'une. Bon, quelqu'un me dit, ben, vous devriez les retirer puis réimprimer. Oui, non, c'est bien trop cher. On va les vendre, puis après ça, on corrigera. Pourquoi se culpabiliser, se sentir ceci, se sentir cela? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi, je continue à vivre, je continue à respirer. Peut-être qu'on va en vendre 4 de moins. Est-ce que ça vaut toute l'énergie qu'on devrait se mettre pour la tradition? Pour rien à foutre. Le livre est bon pareil, dedans, il n'y a pas beaucoup de fautes. Dans tous les livres, il y en a. Rien à faire. Tu lis le Journal de Montréal, tu lis la presse, tu lis ce que tu voudras, des fautes d'autographes, il y en a. C'est des coquilles. On n'a rien à foutre avec ça. Et puis, oui, mais vous l'avez eu, vous avez manqué des ventes, vous l'avez eu. Manqué des ventes. J'ai peut-être manqué des ventes, mais j'ai joué au badminton en maudit, en tout cas. L'humain ne veut pas devenir un être neuf. Alors, à un moment donné, tu as le goût de dormir, tu dois rentrer travailler, tu dors. Oui, mais tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela, tu risques de perdre ton emploi. Moi, je ne te dis pas ce qu'il faut faire. Une chose certaine, c'est que progressivement, l'humain va monnayer son intelligence. L'humain va être capable de devenir plus relax. L'humain va être capable aussi d'accepter de vivre harmonisé avec ce qu'il est en tant qu'humain sur la planète. Regarde, si les humains ont besoin de 8 heures de sommeil par jour,
en majorité. La société va s'arranger pourquoi? Pour vous distraire pendant le reste du temps, pendant les 16 autres heures. Parce que toi, tu as besoin de 16 heures de sommeil par jour, il t'en reste 8 heures pour bouger. La société n'est pas ajustée à ce que tu as besoin. Je vais te dire, j'ai jamais le temps d'aller au cinéma, j'ai jamais le temps de faire ceci, j'ai jamais le temps de faire cela, parce que tu veux être normal. Alors, il y a beaucoup d'humains qui se conscientisent, vont commencer à prendre du café, vont commencer à prendre des stimulants uniquement pour être normal dans une société qui devra changer. Mais tant qu'on se fait derrière pour être normal, on retarde le changement de la société. Lorsque, à un moment donné, si l'être humain se dirige vers l'instantanéité, il ne peut pas faire des travaux de recherche un mois de temps pour arriver à un résultat. C'est du passé. Il faudra que l'enfant le fasse la veille avant de le remettre. Là, on va dire, il est toujours en course, puis ça le stresse. Ça le stresse pourquoi? Parce qu'on l'instruit qu'il ne devrait pas être en course. Alors que moi, quand je suis à la course, ça ne me stresse pas. Pourquoi? Parce que c'est moi, ça. Fait que je le fais, je mets l'effort qu'il faut le faire quand ça vient. L'être humain, actuellement, qui se conscientise, vit beaucoup de phases d'écœurement uniquement parce qu'il est instable dans son évolution. Il vit beaucoup de phases de problèmes uniquement parce qu'il est instable, comme j'ai expliqué lors de la première partie, on la réécoutera si on n'a pas trop compris, parce qu'il reste instable. L'être humain qui fait le choix, l'être humain qui change, l'être humain qui décide de s'accepter comme il est, présentement. Donc, comme il ne sera pas demain. Mais demain, il s'acceptera comme il sera, il s'acceptera comme il sera, il s'acceptera comme il sera. Cet humain-là va évoluer beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins d'écœurement. Mais il y a toujours une chose qui est évidente. Quand tu décides de transiter, bon, je donne des exemples, vous allez comprendre. Vous mangez mal, vous vivez mal, vous dormez mal, vous faites un paquet de conneries. Après 20, 30, 40 ans, vous décidez de prendre en main votre santé, votre alimentation, votre vie. Parce que vous vivez mal, vous nourrissez le monde de la mort. Le monde de la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des anges gardiens qui vous protègent. Ça vous tient en santé. Là, vous dites, je vais manger des aliments meilleurs pour la santé. Vous nourrissez moins le monde de la mort décadent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vous lâche. Clac. Vous décidez de boire... de ne plus boire d'alcool, de boire de l'eau meilleure qualité, de ne plus fumer. Et là, le monde de la mort, il vous lâche complet. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que subitement, depuis que vous voulez vous mettre en santé, vous commencez à être malade. Pourquoi? Parce que vous êtes malade depuis 5 ans, 10 ans. Mais on vous préservait de façon à ce que vous continuiez à nourrir le monde de la mort. Le mourir rapidement, à un moment donné. Mais là, la journée où on décide qu'on prend en main, le monde de la mort nous lâche. Et là, on se dit, crime, quand je prenais du coke, j'avais pas de brûlement d'estomac. Maintenant que je mange mieux, je commence à avoir des ulcères. Je recommence à boire du coke, l'ulcère s'en va. Ça n'a pas d'allure avec ce qu'ils disent. Oui, ça a de l'allure. Le coke en crée. La journée qui vont apparaître malgré que l'astral vous protège, vous allez avoir des gros problèmes. Même chose au niveau affaires. Mais est-ce qu'on doit combattre... On doit se payer le luxe de la transition. C'est ça, mais là... Mais on doit ôter un aliment négatif, puis conserver les autres. Puis à un moment donné, on aura maintenant un corps qui aura été capable de supporter. On abandonne un autre aliment et on supporte les autres. Plus tard, on abandonne un autre, plus tard, on abandonne un autre, et progressivement. Mais l'humain est impatient. Quand l'humain a compris l'intelligence de bien s'alimenter, alors qu'il veut bien s'alimenter, nos yeux voient l'intelligence, nos pieds sont en bas. On n'applique pas immédiatement, on doit monter une marche. Mais nos pieds ne sont pas rendus à tout ce qu'on a vu. Puis le pire, plus on monte une marche, plus on voit. Et plus on voit, plus on va appliquer. Quand je parlais du projet ça, tu montes une marche, tu vois l'intelligence du projet, pas le temps de l'appliquer. Il reste encore 9 marches ou 10 marches à monter. Quand tu auras monté là, tu vas voir. On applique ce qui est là et on parle de ce qui est là. Mais on ne doit pas vouloir appliquer immédiatement tout ce que l'on parle. On ne peut pas. Chaque fois qu'on descend pour l'appliquer, on ne le comprend plus. Quand on monte les pieds, on déboule l'escalier. C'est debout dans l'escalier. Au niveau affaires, c'est la même chose. La personne, elle travaille, et puis à un moment donné, elle se dit, je vais travailler un peu moins. Je vais appliquer ce que Daniel Kim dit, je vais essayer d'avoir du temps et de l'argent. Alors, elle se dit, bon, ben voilà, je travaille 5 jours par semaine, je suis patron, hein, parce que quand tu es un employé, tu ne peux pas faire ça. Il faut que progressivement, tu deviennes patron, mais ça prend le temps que ça prend. Et je dis, bon, je ne travaille pas aujourd'hui.
Et là, quand tu arrives le lundi, il y a 2 contrats qui ont été cancellés. Si tu arrêté là vendredi, il n'y aura pas été cancellé. Il y a ceci, cela, les problèmes, il y en a. Qu'est-ce qui se passe? L'astral vous protège parce que maintenant, vous voulez ne plus nourrir, selon la tradition. Eh bien, on s'arrange pour vous mettre au pied du mur. Ça, ici, la corde raide. Là, on s'arrange de bien te faire comprendre que c'est pas 5 jours. À 4 qu'il faut que tu ailles. C'est de 5 à 6. Parce que toute l'humanité qui a travaillé en affaires s'en vante. Moi, je travaillais 7 jours sur 7, puis 24 heures par jour, puis bon, bon. Moi, je travaillais 3 jours par semaine, 6 heures par semaine en tout. Personne ne va trouver que t'es bon. On t'invitera pas comme conférencier pour parler des affaires. On va inviter l'autre, le travail comme est bon. Et là, on va te pousser presque sur le bord de la faillite. Toi, tu continues à travailler tes 4 jours, à les faire convenablement, puis tout ce qui ne rentre pas dans le 5e jour, que ça tombe, je m'en fous. À un moment donné, tu vas découvrir que tout ce qui devrait être, c'est le vendredi. Parfait. Tu travailles le vendredi, mais puis le lundi. Puis tu vas voir qu'on va transiter l'affaire. Là, tu vas te dire, peut-être c'est le mercredi, il faut que je prenne un congé. Mais une journée dans la semaine, ça vaut rien. C'est 3 jours de fil et ça vaut. Lundi, le vendredi. Là, à un moment donné, là, prends un des 2, conserve-le. Et tu vas voir que ça va s'en aller, jusqu'à temps que tu vas passer l'autre bord. Alors, tu vas sentir tout s'effondrer jusqu'à temps où tout va recommencer. Bon. Pour la santé, même chose. Pour le travail, même chose. Pour la vie familiale, même chose, etc. La mère qui décide que là, elle n'est plus la servante de toute la maison. Quand elle décide qu'elle change, les enfants la posent dans un coin, le bonhomme ne peut rien savoir, tout semble se dégrader. Puis après un laps de temps, tout va commencer à fonctionner. Ils vont commencer à faire leur part de raison. Ils vont aider la bonne femme. Ou la bonne femme va commencer à revenir vers l'arrière. Elle va recommencer à faire ce qu'elle faisait avant, sachant que ça ne se peut pas, c'est les théories de Kem. Bon. L'être humain, présentement, est toujours dans une phase où ça descend, puis chaque fois qu'il descend, pour changer, il commence à descendre, là, il a peur, il remonte. Il commence à descendre, là, il a peur, il remonte. Le piton, c'est ça, le piton. Le piton te fait dire que quand tu auras appuyé dessus, jamais plus tu gèleras du dos, puis tu auras les fesses brûlées. Mais, vu que tu as beaucoup de mémoire, du dos gelé puis de fesses brûlées, ben, tu nostalgises un peu. Puis en plus, quand tu t'approches du bouton, là, le dossier vient plus froid, puis le siège plus chaud. Puis quand tu t'éloignes, ça revient raisonnable. Alors quand tu t'y rapproches, tu ramènes encore. Approche, tu as l'impression que ça brûle, l'impression que tu gèles. C'est de l'illusion. Ça brûle pas, puis ça gèle pas. Puis quand tu vas venir pour y toucher, là, c'est de la catastrophe totale. Pas de danger. Quand tu vas revenir, après, sans avoir pesé, tu auras en mémoire la mauvaise expérience que tu n'auras jamais vécue. Oui, mais j'ai failli perdre mon mari. Oui, mais j'ai failli perdre ma femme. J'ai failli perdre mon emploi. J'ai failli perdre. Et ça, c'est juste failli. Qu'est-ce que vous en savez de bord? C'est l'individu qui décide que une personne qui n'a jamais souffert, elle a une dent, tu veux y arracher la dent. Tu prends la dent, tu tires un tout petit peu, puis elle se met à crier, elle n'a jamais eu mal, elle. Mais elle ne sait pas qu'elle peut endurer mauditement plus que ça. Elle ne sait pas. Vu qu'elle ne le sait pas, elle pense que c'est la limite. L'individu là, qui s'approche, pas qui décide de tout laisser tomber, qui décide de s'en aller l'autre bord, qui décide d'appliquer ce qu'il est comme évoluant, qui décide de devenir stable, qui décide de ne pas remettre en question continuellement toute sa structure d'évolution. Celui qui va peser là-dessus, ben, il va s'approcher d'une hécatombe totale, qui va peser là-dessus, l'apocalypse va être fini, il va se ramasser dans l'apothéose. Qu'est-ce qui arrive avec celui qui décide de rester alors qu'il faut qu'il traverse absolument? Ben, il va finir par traverser, mais il va simplement, c'est qu'il va... peut-il être manipulé à l'inverse? Non, c'est exactement celui de manipulé à l'inverse. Non, il ne reculera pas. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va se ramasser à l'extérieur de la Rolls-Royce, s'attacher avec un crochet, puis il va traîner sa asphalte le temps qu'on traverse. Pour traverser, il va quand même traverser. Très inconfortablement. Il va être le Jérémie de ceux qui auront évolué. Il va se ramasser de bord en disant « Ah, malheur, ah, misère ». Puis finalement, il va finir par se rendre compte que c'est correct. On a une façon de s'exprimer qu'on va abandonner. On ne veut pas l'abandonner. Puis ils sont intelligents, les individus que tu me parles, qui s'écœurent, sont extrêmement intelligents. Il leur faut presque rien. Il y en a qui attendent après moi. C'est évident. Quand moi je vais finaliser certaines choses au-delà de ce qu'ils ont à faire, ils vont le faire facilement. Mais c'est ridicule d'attendre après moi pour être au minimum comme moi. Mais ça ne sert à rien.
Certains vont dire, oui, mais une fois que tu auras passé, bien, ça va être facile, c'est vrai. Mais pendant que moi, je suis heureux à travailler, vous êtes malheureux à attendre. Vous pouvez aussi devenir heureux à attendre. Et même heureux à travailler. Puis quand il y en a un qui passera, les autres, ils vont aussi pouvoir passer. Mais à quoi ça te sert d'attendre sous la pluie alors qu'il y a un toit pour te mettre à l'abri? Bah, ils sont sous la pluie, puis ils espèrent. Tu sais, c'est comme l'autobus. L'autobus, ça va passer, puis il y a l'arrêt d'autobus. Tu veux tellement être le premier dedans que tu es dehors, tu vas à la pluie. Bien, celui qui est brillant, il est dans la cabane, puis il attend. Il est le premier ou le 25e. Il y a de la place en masse dans l'autobus. Lui, il est assis en dedans, c'est un banc, puis il attend. Il pleut dehors. Puis tu en as 5, 6 qui sont dehors, sur le bord du trottoir, à attendre à la pluie, puis on ça arrive. Ils veulent être les premiers embarqués, les autres. À un moment donné, tu relaxes un petit peu, puis tu cesses de crier. T'es-tu dehors ou en dedans de l'arrêt, toi? Bon, c'est une question comme ça. Ouais, ben c'est ça, je sais pas. Est-ce intelligent d'entreprendre la tâche d'expulser son anti-homme seul? Ou serait-ce mieux d'avoir recours à l'assistance d'un individu conscientisé à ce phénomène et qui a déjà expulsé son anti-homme? Si ça peut se faire seul et que c'est intelligent, comment dois-je procéder? Est-ce nécessaire de s'isoler durant ce travail? Tout ce qu'il dit là-dedans est vrai et faux. Bon, tout vrai même. Il n'y a rien de dit. Moi, c'est tout ce qui est écrit. Je veux dire, bon, moi, je sais. On ne doit pas expulser l'anti-homme seul, à moins que l'anti-homme vous expulse. Si l'anti-homme vous expulse, il va se retrouver dehors, et là, ça sera fait seul. Sinon, mieux vous le faire avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Et... Ça doit être dur à trouver. C'est dur à trouver, difficile à trouver. C'est difficile à trouver. En tout cas, chose certaine, c'est que la majorité ici n'en connaissent pas. Ou s'ils en connaissent, ces individus-là ne veulent pas. Lesquels ne veulent pas? Les individus qui auraient expulsé une partie de leur anti-homme ne voudront pas les aider. OK. Parce que ce n'est pas le temps. Ça se fait seul. Ça se fait seul quand c'est l'anti-homme qui te rejette. C'est pas assez confortable. Hein? Pour l'anti-homme, t'es trop évolué. Okay. Qu'est-ce qui crée la fatigue de l'être humain qui se conscientise? Son cerveau est en mutation. Son alimentation n'est pas convenable. Il a besoin de plus de dextrose. Il a besoin de sucre un peu. Et souvent, il vivra des formes de diabète temporaire, hypoglycémie entre autres. Il est toujours en guerre à l'intérieur, donc en tétage d'énergie entre est-ce que je traverse, est-ce que je reste. Mais vous devez comprendre que celui qui mute est en croissance. Il développe son centre laryngé un peu plus, il développe son centre cérébral, il a de nouvelles connexions au niveau neuronique, ça demande énormément d'énergie, c'est normal qu'il soit fatigué. Ce qui l'énerve, c'est une fatigue qui provient de la constatation d'une fatigue. Le conscientisé devrait toujours se coucher de bonne heure. Comme ça, il pourrait se lever de bonne humeur. Mais le conscientisé qui se couche dépassé minuit aura des problèmes. Celui qui se couche dépassé minuit devra dormir dans la journée. Mais pourquoi qu'il y aurait des problèmes dépassé minuit? Pour la simple raison qu'il est déjà, il va se coucher lorsque la planète Terre est déjà en train de récupérer l'énergie âme. Celui qui se conscientise est un être yanique. Lorsque la planète Terre est déjà en train d'aller rechercher le jour, le yan, l'individu est déjà en train de se réveiller. Il se couche après minuit, il se couche à 1h, il se couche à 2h, et tout le temps qu'il dort, il travaille. Ça rêve bizarrement, ça pense même dans sa tête, l'ajusteur de pensée l'instruit. Alors, son sommeil, il ne le sert presque pas. Il faut qu'il se couche, sauf les soirs de conférence. Il serait préférable de se coucher autour de 9h30. L'individu qui parvient à se coucher vers les 21h30, qui peut se faire un petit peu de yoga ou de TM, s'étirer un peu avant, faire des petites choses de 9h à 9h30, puis qui se couche vers les 21h30, donc, il ne sera pas fatigué comme tu parles là. Mais ces individus-là n'arrivent pas à se coucher avant. Bon, c'est ça, c'est... Oh, mais ça, c'est deux problèmes. Parce que là, tu me dirais exactement comme les animaux.
Si je peux pas me coucher à 21h30, c'est un autre truc. Prends du café. Mais est-ce qu'il y a moyen de se terrestrifier sans détruire le physique? Oui. On doit avoir un cycle de vie qui nous est plus propre. Un cycle de vie, c'est simple. Considérez-vous comme votre enfant, puis éduquez-le. Vous allez voir qu'il ne se couchera pas à 2 heures du matin. Vous allez voir qu'il ne mangera pas des cochonneries. Vous allez voir qu'il ne fumera pas. Vous allez voir qu'il ne prendra pas de café, trop jeune. Puis vous allez voir plein d'affaires. Puis c'est ça. Est-ce que ce sont tous les individus qui se conscientisent qui sont d'énergie yannick? Pas nécessairement, mais c'est évident que celui qui se conscientise est Yann et Yannick, alors que beaucoup d'autres sont Yann et Yannick. Il y en a qui sont Yann et Yannick, puis il y en a qui sont Yann et Yannick. Ça prédomine le côté Yann. Absolument. Faisant référence à l'évolution solaire. Absolument. OK. Même que c'est absolument. Ouais. Est-ce que les événements qui se passent en pays communistes de l'Est sont les influences du monde de l'astral voulant retourner vers le passé, tels que le soulèvement des masses et le retour à la foi religieuse? Non, ce qui se passe dans les pays de l'Est, c'est simplement une façon d'obliger les pays de l'Ouest à cesser leur révolution. Je comprends pas. Bon, alors je vais expliquer. Écoutez. Tant qu'on est sous l'étau des pays de l'Est, on évolue. Si l'étau semble disparaître, on va être heureux à la place d'évoluer. Donc on va s'endormir. Tu comprends pas? Mais parce qu'on va arrêter de surveiller. On va arrêter de surveiller, mais en même temps, on va arrêter d'être en compétition et en même temps, on va toujours être à la quête. On va toujours penser que le monde planétaire est un monde problématique vers une apocalypse. Donc, il y a énormément d'humains qui cherchent l'évolution à l'extérieur de la matière, à l'extérieur du contexte planétaire. Parce que maintenant, l'étau apocalyptique russe semble se désintégrer, parce que les pays de l'Est semblent se démocratiser, parce que tout le monde semble nous donner raison, et bien là, c'est la paix et la fleur qui apparaît. Puis là, finalement, là, les dieux, puis ceux qui peuvent aller se coucher, là, ça a l'air que ça serait que la planète. Alors ça va... Ah, parce que là, si ça va bien, là, on arrête d'évoluer. Tout le monde va être heureux. Ceux qui viennent à mes conférences, qui font une conférence ou d'autres, qui achètent certains livres sur l'évolution spirituelle ou supramentale, c'est des gens qui souvent ont peur. C'est des gens qui sont inquiets, en tout cas. Mais tant qu'il n'y a plus d'inquiétude ou rien de ça, ça règle le problème. La troisième partie, de toute façon, on a des questions qu'une personne a laissées sur la table ici. On va répondre lors de la troisième partie. Ça va couper un peu ça. Au début de la troisième, on va commencer avec les autres questions qu'on a là, qui sont extrêmement intéressantes, et on finira avec ceux-là lors de la troisième partie, puis si on n'a pas le temps, on verra les finir après. En passant, les personnes qui laissent des textes comme ça, c'est bien préférable, c'est préférable de poser des questions au lieu de faire une conférence sur chose, quand vous avez des textes complets comme ça, la meilleure chose, c'est de prendre vos textes, peut-être prendre le micro, puis de poser des questions par oral. Ça faciliterait les choses. Les questions qu'on a là sur les grands textes, on va les conserver, puis on pourra y répondre aussi lors de la prochaine conférence. Parce qu'une personne qui prend le temps d'écrire ça, c'est qu'elle a raison. Alors, on fait...